accueillir le professeur Thierry Passeron. Je ne sais pas s'il faut encore vous présenter, Thierry, parce que je crois que tout le monde vous connaît, tout le monde vous attend, en tous les cas, c'est sûr, pour votre intervention. Donc, elle va être filmée, donc on la retrouvera sur la chaîne YouTube dans quelques temps. Et puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci, bonjour à tous et merci de votre accueil. C'est toujours un plaisir de venir, même un samedi matin. Ce matin, je ne disais pas ça, mais bon, voilà, maintenant je suis là, je suis content d'être avec vous. On m'a demandé de vous parler un petit peu des essais thérapeutiques et je pense que c'est bien parce que tout le monde ne comprend pas toujours comment ça se développe et quel est l'intérêt des essais thérapeutiques, surtout que ça bouge énormément dans le vitiligo. On a de plus en plus d'essais cliniques, on va en avoir de plus en plus et donc c'est important de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de vous marquer deux, trois petites diapos de perspectives thérapeutiques et j'aimerais garder un petit peu de temps pour échanger avec vous parce que moi, je pars juste après. Mais si vous avez des questions, ça sera quand même beaucoup plus intéressant si on peut échanger. Donc, juste sur un essai clinique, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des études qui sont structurées pour justement évaluer des nouveaux traitements. Alors, il faut garder en tête que c'est parfois soit des nouvelles molécules, soit des molécules qu'on connaît déjà pour le psoriasis ou pour une maladie rhumatologique ou autre, et qu'on va positionner dans ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le vitiligo, parce qu'on se dit, vu que ça va agir sur telle voie immunitaire ou telle voie de signalisation, du coup, ça peut être intéressant pour traiter le vitiligo. Donc, pour ça, c'est vraiment important et pour avoir un remboursement du vitiligo ou n'importe quelle indication, c'est indispensable d'avoir des essais bien faits pour évaluer l'efficacité, évaluer la tolérance aussi. Et ça, c'est des points qui sont majeurs. Diapositive. Et donc, en fait, vous voyez ici qu'il y a plusieurs grandes phases dans un essai clinique. En gros, on va détailler, mais en phase 1, on va voir d'abord si c'est bien toléré. La phase 2, globalement, on se dit, est-ce que cette molécule, que l'on sait maintenant être bien tolérée, est-ce qu'elle est intéressante dans la pathologie qu'on veut évaluer ? Et la phase 3, c'est on a des résultats intéressants, ça a l'air de bien fonctionner. Et là, on va le faire dans une grande population parce qu'on est quand même tous différents. Et donc, c'est important que ça marche chez tout le monde. Et c'est uniquement après la phase 3 que le médicament est ensuite remboursé et mis sur le marché. La phase 4, c'est justement des études pour essayer de mieux comprendre, mais une fois que le traitement est déjà remboursé. Donc, la phase 1, c'est la première administration chez l'homme. C'est là où on va regarder si la molécule est bien tolérée. Parce que même s'il y a plein de sécurité avant, on regarde dans des tests in vitro, encore chez l'animal, si la molécule est bien tolérée, on est quand même un peu différent en tant qu'être humain. Et donc, on vérifie ça. Et donc, là, le but, c'est vraiment d'essayer de monter petit à petit les doses pour voir quelle est la dose qui est tolérée, quels sont les effets secondaires potentiels. Et donc l'idée, c'est le plus souvent, sauf parfois en cancérologie où on essaie d'aller le plus rapidement possible vers l'administration chez les sujets qui ont des cancers, on fait chez des volontaires sains. Et donc là, on essaie, les étudiants en médecine connaissent bien, généralement, on participe à ces essais volontaires pour gagner un peu de sous quand on fait les études médicales. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Alors, diapositive. Donc, les questions qu'on se pose à la phase 1, c'est quelle est la dose maximale tolérée ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on n'aurait pas vu venir chez l'animal ? Et vous voyez qu'en général, ce n'est pas des gros effectifs. On fait ça sur entre 20 à 80 sujets. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de la phase 1, on se dit, tiens, le traitement, il est bien toléré, il n'y a pas d'effets secondaires. Et voilà les doses à peu près qui ont l'air intéressantes. Diapositive. Ce qui va vous intéresser en tant que patient, c'est ces essais de phase 2. Parce que les essais de phase 2, c'est les essais où on va commencer à donner le traitement dans une indication. Donc, par exemple, ici, dans le vitiligo. Et vu que chaque pathologie est particulière, on va regarder aussi la tolérance dans la pathologie. Alors, dans le vitiligo, en général, les personnes sont en très bonne santé. Ce n'est pas la même chose dans d'autres maladies où on peut être extrêmement fatigué à cause de la maladie et où on peut avoir des effets secondaires un peu particuliers. Dans le vitiligo, en général, en termes de tolérance, ça se passe très, très bien. L'autre point de la phase 2, c'est de se dire, est-ce que ça va fonctionner et quelle est la bonne dose du traitement dans l'indication, donc ici dans le vitiligo. Diapositive. Donc, les objectifs, c'est la tolérance dans
la population étudiée, donc ici les personnes qui ont un vitiligo, et est-ce que ça va fonctionner? On se dit, vu comme agit le médicament, ça devrait fonctionner dans le vitiligo, mais des fois, il y a tout ce qu'il faut, le rationnel est bon, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et inversement, des fois, on a des médicaments qui fonctionnent et on ne comprend pas bien pourquoi. Donc, c'est tout l'intérêt de tester et de voir si c'est efficace. L'autre point, comme je vous disais, c'est de trouver la dose optimale. Et généralement, c'est des groupes qui sont larges, mais pas très, très larges. En général, c'est quelques centaines de patients. Diapositive. Et puis après, c'est la phase 3. La phase 3, c'est la dernière phase. On sait déjà que le traitement il est bien toléré, on sait quelle va être la bonne dose et on sait qu'il est efficace. Donc en fait, là, ce qu'on veut voir, c'est regarder sur un grand nombre de patients. En général, c'est dans plusieurs pays avec différentes origines ethniques pour se dire, OK, le traitement fonctionne, mais je vais regarder sur un très grand nombre de patients s'il n'y a pas des effets secondaires un peu rares que je n'aurais pas vus, et surtout, est-ce que ça va fonctionner dans la population générale? Et c'est uniquement après cette phase 3 que le traitement peut être évalué par les autorités de santé et dire, ben oui, c'est un traitement qui est efficace, qui est sûr et qui amène quelque chose, donc on va le rembourser. Diapositive. Donc, j'ai essayé de faire assez succinct, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, premièrement, les essais clinique, c'est indispensable pour développer un nouveau traitement. Si on ne participe pas aux essais cliniques, derrière, on ne peut pas avoir de nouveaux traitements pour traiter des pathologies. L'autre point, c'est que des fois, et ça peut être compréhensible, les personnes se disent est-ce que je ne cours pas un risque? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la surveillance dans le cas des essais cliniques, elle est très supérieure à celle que l'on a dans la vraie vie. Et en fait, c'est d'ailleurs des fois un petit peu pénible parce qu'il y a énormément de visites, etc. Mais les personnes qui sont dans le cadre d'un essai clinique sont extrêmement bien surveillées, tant cliniquement que biologiquement. Et l'autre point, c'est que, et c'est ça qu'il faut voir en tant que patient, c'est que déjà, ça permet de faire avancer la science et de dire, tiens, parce que même les échecs permettent de comprendre, c'est-à-dire que si on a une molécule qui ne marche pas dans une voie, on se dit, a priori, il faut plutôt aller sur une autre, donc ça fait progresser. Mais le deuxième point, et ça, c'est vraiment très, très important, c'est que ça nous permet, et ça permet à tous les patients qui souffrent d'une pathologie d'avoir des traitements plusieurs années à l'avance. Si c'est la phase 2, c'est généralement 5, 6, 7, 8 ans. Et même les phases 3, par exemple, là, actuellement, on a des traitements, on va en parler dans le cas du vitiligo. Les premiers traitements par voie générale, on ne les attend pas avant 2027. Donc les patients qui bénéficient, et c'est le vrai terme, des essais cliniques, ils ont un traitement que, on va dire, le reste de la population n'aura pas, dans le meilleur des cas, avant 2027. Et vous savez qu'en France, même si le traitement a montré son efficacité, derrière, après, il faut, et c'est un peu normal parce qu'on a la chance d'avoir un remboursement en France, d'ailleurs que ce soit évalué, et ça prend généralement encore 1 ou 2 ans. Donc, on n'est pas prêt d'avoir ces traitements-là si on ne participe pas aux essais cliniques. Et juste pour vous montrer, et c'est vraiment très, très important, et c'est pour ça que nous, dans les centres, on se bat pour avoir les essais pour nos patients, parce qu'en fait, c'est vraiment un avantage pour toute notre patientèle. Parce que l'INCa, l'Institut national de lutte contre le cancer, a demandé que plus de la moitié des patients qui souffrent de cancer puissent intégrer les essais cliniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous bénéficiez des essais cliniques, vous bénéficiez des nouveaux traitements et vous avez une bien meilleure chance de survie. C'est dans le cas des pathologies inflammatoires ou du vitiligo, ce n'est pas une question de survie, mais ça permet d'avoir un traitement qui va, on l'espère, vous apporter une repigmentation bien avant qu'il soit mis sur le marché. Diapositive. Alors, quelles sont les perspectives de traitement dans le vitiligo? Je rappelle ça parce que c'est vraiment très, très important. Dans le vitiligo, ce n'est pas juste bloquer la dépigmentation. Il faut aussi induire de la repigmentation. Et ça, en fait, c'est la plupart des traitements que l'on a aujourd'hui vont agir sur l'immunité, donc bloquer la destruction, ce qui est déjà très important. Mais derrière, il faut stimuler la repigmentation. Et ça prend du temps. C'est entre 6 et 24 mois. Et c'est très, très important parce que vous le savez probablement, mais on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui pensent qu'avec les nouveaux traitements, on va avoir une repigmentation en 2-3 mois. Parfois, on a une repigmentation en 2-3 mois, notamment sur le visage, mais ça prend en fait le plus souvent entre 6 et 24 mois. Et donc, c'est très important de faire au moins 6 mois de traitement, de réévaluer avant de dire de s'arrêter.
Je disais tout à l'heure, j'ai un monsieur chez qui j'ai mis du ruxolitinib en crème. Et il a super bien répondu sur le visage. En 2 mois, il avait tout repimenté. Tant mieux pour lui. Hein. Mais le problème, c'est qu'au bout de 2 mois, il a rien vu sur le corps. Donc il a dit, j'ai arrêté sur le corps, ça ne marche pas. Et pourtant, je prends du temps à chaque fois à expliquer. Non, je lui ai dit, il faut absolument continuer parce que sur le corps, ça va prendre encore plus de temps. Donc là, on est reparti sur 6 mois de traitement. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. Et puis, je ne détaillerai pas, mais on sait qu'on a à peu près 40 à 50% des personnes qui ont repimenté, qui vont redépigmenter. Donc ça fait quand même plus d'une personne sur 2 qui ne va pas redépigmenter. Mais on a également des options pour essayer de prévenir ces récidives. Diapositive. Donc, je ne détaille pas, mais vous voyez que toutes ces petites flèches que l'on a ici, en fait, c'est plein de cibles thérapeutiques parce qu'on connaît bien mieux le vitiligo. Diapositive. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a cet impact sur l'immunité. Vous voyez que les premiers traitements que l'on a, c'est des inhibiteurs de JAK, ici, parce que ça va agir sur cette voie qui est impliquée dans le vitiligo. Et c'est même par voie orale, ça va être les premiers traitements qui vont être disponibles. Mais derrière, on va en parler très rapidement, on a plein de nouveaux traitements qui arrivent et qui ciblent d'autres voies impliquées dans l'immunité, mais pas que. L'autre point, c'est ce que je vous dis ici, c'est que en dehors de l'immunité, il faut induire la repigmentation. Induire la repigmentation, c'est différencier les bébés mélanocytes, les faire proliférer. C'est tout ce processus qui prend autant de temps. Et ça, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, on n'a pas fait mieux que les UV, qu'ils soient naturels, le soleil, ou les UV en cabine. Et là, je le répète, parce que c'est très très important, on sait aujourd'hui, et c'est bien démontré, que les personnes qui ont un vitiligo ont significativement moins de risque de faire des cancers de la peau, 3 fois moins de risque de faire un mélanome. Comme j'explique toujours à mes patients, c'est assez logique. Le système de défense, quand il voit un gentil mélanocyte, il tape dessus. Donc s'il voit un méchant mélanocyte, il s'en occupe encore mieux. Et les UV en cabine, les UVB, je ne parle pas des UVA qu'on fait chez l'esthéticienne, les UVB, ça a été montré que même au-delà de 500 séances, il n'y avait pas d'augmentation du risque de cancer de la peau. Et donc ça, c'est très important parce que les traitements que l'on a aujourd'hui, ils marchent en monothérapie, un seul, mais ça marche encore mieux avec les UV. Et en pratique, le but, c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Et donc, il faut faire des traitements combinés. Donc, quels sont ces traitements? Diapositive. Donc, vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus, sur le développement du ruxolitinib en crème, qui est le premier traitement remboursé dans le cadre du vitiligo. Diapositive. Je voulais juste vous rappeler un petit peu ce que je vous avais montré il y a déjà quelques années maintenant, les principaux résultats, à quoi s'attendre en monothérapie. Ce qu'il faut regarder, ça a montré que c'était supérieur au placebo, donc ça c'est bien. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire là, c'est au moins 75% de repigmentation sur le visage. Et le F-VASI 90, c'est au moins 90% de repigmentation, c'est-à-dire une repigmentation complète ou quasi complète. En monothérapie seule, le traitement, au bout d'1 an, c'est à peu près 1 personne sur 2 qui va obtenir une repigmentation d'au moins 75% sur le visage. C'est ça que ça veut dire. Et à peu près 1/3 des patients en monothérapie vont obtenir une repigmentation complète ou quasi complète au bout d'1 an de traitement. Diapositive. Ça, c'est sur le corps, donc ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien sur le corps. Vous voyez que c'est à peu près 1 personne sur 2 qui va obtenir au moins 50% de repigmentation sur le corps. Diapositive. Et ça, on le sait bien, c'est une publication qu'on a faite cette année. En fonction des localisations, mais ça ne répond pas pareil. Ce qui répond le mieux, c'est le visage. Ensuite, c'est le cou, le tronc, les membres. Ce qui répond plus difficilement, c'est les coudes, les genoux, les saillies osseuses. Et ce qui répond très, très difficilement, et c'est là où il faut qu'on travaille beaucoup plus encore, c'est les poignets, les extrémités des mains et les pieds. Et c'est ça, pour l'instant, même avec tous les nouveaux traitements qui arrivent, qui reste le point noir, je trouve, dans le développement du vitiligo. Diapositive. Juste des données très récentes. Vous avez vu dans le développement du ruxolitinib, il y avait le traitement pouvait être continué jusqu'à 2 ans. Et en fait, là, c'était les personnes qui n'avaient pas réussi à repigmenter d'au moins 75% au bout d'1 an. On continue le traitement, mais vous voyez qu'il y en a 1/3 qui finalement, si on continue le traitement encore 1 an supplémentaire, vont arriver à une repigmentation complète ou quasi complète. Diapositive. Vous voyez par exemple ce monsieur. Vous voyez qu'après 1 an de traitement, il a une repigmentation qui est en cours, mais qui est encore incomplète. Par contre, vous voyez tous ces petits points. Quand on voit ces petits points-là, qu'on voit mieux en lumière de Wood, je rappelle que c'est indispensable d'absolument regarder en lumière de Wood, c'est que c'est plutôt bon signe. Et vous voyez qu'il a fallu 2 ans en monothérapie pour obtenir une repigmentation qui, là, est quasi complète. Diapositive.
La tolérance, parce que ça c'est important, on a les données de tolérance à 2 ans en prospectif, mais il n'y a pas de signal particulier, hein, vous l'avez vu. Pour beaucoup d'entre vous, la tolérance de ce produit est quand même très très bonne. Diapositive. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est des données extrêmement récentes hein, qui ont été montrées juste il y a quelques semaines. C'est le traitement combiné avec les UVB. Et alors, je ne détaille pas trop, mais j'aurais préféré une comparaison directe. Mais en tout cas, chez les personnes à qui on donne le ruxolitinib seul, si au bout de 3 mois, ils n'ont pas un bon début de réponse, on leur propose d'associer aux UVB. Diapositive. Et regardez les résultats. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, en monothérapie, après 1 an, c'est 1 personne sur 2 qui a un F-VASI 75 et 1 personne sur 3 qui a un F-VASI 90. Eh bien, regardez, c'est plus d'1 personne sur 2, si on fait en association avec les UV, qui vont avoir une repigmentation complète ou quasi complète après 1 an, et plus de 8 personnes sur 10 qui vont avoir plus de 75% de repigmentation si on combine. Et la conclusion, mais ça je vous l'avais déjà dit, mais ça la démonstration, c'est que clairement, si vous utilisez le ruxolitinib, il faut l'utiliser en combinaison avec des UV ou avec le soleil, parce que vous allez obtenir une bien meilleure repigmentation. Et il faut le faire d'emblée, à mon sens, sauf cas très particulier. Diapositive. Donc, je ne vais pas revenir sur ça, c'est ce que je vous disais l'année dernière. Il y a des traitements en développement et vous avez 3 traitements en inhibiteurs de JAK qui ont montré une efficacité en phase 2. Donc, ça a montré que chez les patients qui ont un vitiligo, que ça a fonctionné. Le ritlecitinib, le povorcitinib et le lupadacitinib, ça a montré que c'était bien toléré et que c'était efficace. Et donc, les phases 3 sont en cours. Et malheureusement, il y a déjà plus de place. Donc, on attend les résultats. Les essais sont en cours. Diapositive. Ce qu'il y a également en phase 3, c'est l'afamélanotyte, qui est quelque chose d'un petit peu particulier, parce que là, pour le coup, il ne s'agit pas sur l'immunité. Ça booste la réponse aux UVB. Donc, on sait également que c'est efficace, que c'est bien toléré. Attention, cependant, ça fait bronzer énormément et c'est plutôt réservé aux personnes qui ont une peau mate ou une peau noire. Là, ça va être beaucoup plus intéressant à mon sens. Diapositive. Donc là aussi, les essais de phase 3 sont en cours et il y a encore quelques places. Diapositive. Et après, je ne détaille pas, mais vous voyez qu'il y a plein de voies possibles pour cibler et il y a plein de médicaments en développement. Diapositive. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont en phase 2, c'est-à-dire que la voie nous paraît intéressante et on est en train de le proposer aux premiers patients qui ont un vitiligo. Diapositive. Alors, quels sont les essais qui sont disponibles en France? Et je terminerai par ça. Vous voyez qu'on a 3 études de phase 2. Donc, on a une première étude où on va essayer de cibler les lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs, c'est un peu les gendarmes. Et donc là, l'idée, c'est de monter un peu les gendarmes pour qu'ils fassent mieux leur travail. Là, les inclusions sont terminées. Ce que je vous ai mis en vert, ce qui est encore ouvert aujourd'hui, vous avez l'anifrolumab, qui est un essai qui est coordonné par Julien Sénéchal. Les centres, si je ne me trompe pas, Julien, tu me diras, c'est Bordeaux, Nice, Créteil, Toulouse. Ça, c'est vraiment pour les patients qui sont actifs, donc qui ont un vitiligo qui est en train de se dépigmenter. On a le 2-cravacitinib, que l'on coordonne avec Raladezedine. C'est un inhibiteur qui est déjà de JAK, mais un peu différent, qui a une très très bonne tolérance, qui est déjà commercialisé dans le psoriasis. Et là, l'idée, c'est de proposer ce traitement seul ou avec les UVB. Les centres, il y a encore quelques places. Les centres sont Nice, Créteil, Bordeaux, Lyon et Lille. Et puis en étude de phase 3, c'est-à-dire des molécules que l'on sait déjà pour être efficaces, vous avez l'upadacitinib, le povorcitinib, mais malheureusement, les inclusions sont terminées. Et vous avez l'afamélanotyde, mais c'est uniquement les personnes de phototype élevé. Et là, il n'y a que 2 sites en France, c'est Nice et La Réunion. Vous avez également le ritlecitinib qui va être évalué. Donc là, on sait déjà que c'est efficace. C'est un essai qui voit le ritlecitinib seul ou associé aux UVB. Ça devrait débuter plutôt à l'automne. Et les centres seront Nice, Créteil, Bordeaux, Lyon et La Réunion. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais croyez-moi, d'ici la fin de l'année et de l'année prochaine, on va avoir encore d'autres essais dans le cas du vitiligo. Donc ça, c'est quand même super excitant.
diapositive. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez, c'est un complément avec le site de l'Association française du vitiligo. Vous avez ce site qui s'appelle cure-vitiligo.com. Dedans, vous avez des informations, on va dire, un peu plus médicales et vous avez les essais thérapeutiques en cours ou à venir qui sont mis à jour assez régulièrement. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci. Merci professeur Passeron, qui est un soutien important dans le cadre du conseil scientifique, comité scientifique de l'Association française du vitiligo. Une première question. Bonjour docteur. Depuis 1 an, j'utilise matin et soir la crème Opzelura, mais sans UVB. Pour moi, c'est assez difficile d'aller 1 à 2 fois par semaine en cabine. Alors, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous conseillez comme lampe qu'on peut acheter chez soi et le faire soi-même? Parce que sur Internet, il y a pléthore de lampes et je ne sais pas laquelle. Alors, c'est une très très bonne question. Alors, le premier point, c'est que on arrive quand même dans la bonne saison et qu'à partir du mois d'avril, où qu'on soit en France, on peut déjà profiter des UV naturels et s'exposer, je vais répondre à votre question, mais s'exposer au soleil. Alors là aussi, des fois on dit qu'il faut s'exposer 30 minutes, etc. Tout dépend, si vous exposez 30 minutes au mois d'avril à 5 heures ou entre midi et 2 au mois de juillet, ça ne sera pas la même chose. Donc en fait, il faut se mettre au soleil sans crème solaire jusqu'à ce que votre peau devienne bien rose. C'est toujours le même principe, il faut chercher comme un petit coup de soleil, mais pas un coup de soleil qui fait mal. Donc ça, c'est le principe. L'autre point, et ça vaut aussi pour les lampes, c'est qu'il ne faut pas mettre la crème et aller vite faire le soleil ou faire la lampe. Il faut faire le soleil à distance des expositions des crèmes. Donc ça, c'est quand même très important, surtout qu'en plus, le ruxolitinib a un effet un peu photoprotecteur, donc ça fait un peu crème solaire. Donc il ne faut surtout pas le faire avant. Et si vous faites avec la lampe, il faut faire la lampe soit en milieu de journée, soit juste avant de mettre la crème, mais pas juste après. Et donc pour les lampes, en fait, il faut regarder, il y en a plusieurs qui sont disponibles dans le commerce. Moi, en général, je marque plutôt la dame fixe, mais tout simplement parce qu'en fait, les personnes peuvent aller sur leur site internet. Mais en fait, si vous prenez UVB TL01 ou UVB 311 nanomètres, c'est pas un souci. À partir de là, c'est toujours la même lampe. Il ne faut pas prendre des LED, il faut prendre des lampes. Et par contre, il ne faut surtout pas regarder suivre la notice. Il faut que vous commenciez, quelle que soit la lampe, à 30 secondes, ce qui est très peu, c'est pas grave. Et puis après, on fait comme quand on fait en cabine chez le dermato, on monte petit à petit les doses, donc en général de 10 à 20%. Donc vous commencez à 30 secondes, 36, 42, vous montez petit à petit et vous montez jusqu'à ce que le lendemain matin, la peau soit bien rose. Et une fois que c'est bien rose, vous gardez. Et l'avantage de faire avec les lampes, c'est que vous pouvez très bien avoir, selon les parties du corps, des parties qui répondent plus rapidement ou d'autres, et ça vous permet d'adapter. Le problème, malgré tout, c'est que il faut, on va dire, en rythme de croisière, 4 à 8 minutes à peu près, selon les personnes et les endroits, de temps. Donc, si vous faites 2-3 zones, ça va. Si vous faites 10 zones 3 fois par semaine, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est bien pour 2-3 zones. Après, ça commence à être beaucoup plus fastidieux, on va dire. Oui ? Merci beaucoup. Moi, c'est Freddy Banza. J'ai une question par rapport aux essais cliniques. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites en termes de synergie d'action? J'ai vu les essais cliniques, par exemple, sur les inhibiteurs de DIAC et tout ça. Si, par exemple, en Belgique, ils font la même chose, en Hollande, ils font la même chose, aux États-Unis, ils font la même chose, comment vous faites pour la synergie d'action? La deuxième question, c'est en rapport avec les récidives. Je n'ai pas vu beaucoup d'études là-dessus par rapport à comment prévenir les récidives. Et puis, la dernière question, c'est en rapport avec les enfants qui naissent avec du vitiligo, par exemple. Et quand ils naissent avec les vitiligo, vu qu'ils sont... il y a beaucoup de contre-indications pour ces enfants-là par rapport au traitement et autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils pigmentent et dépigmentent Voilà, merci. Ok. Alors, beaucoup de questions. Alors déjà, les enfants qui naissent avec le vitiligo, c'est exceptionnel. Si un enfant naît avec des plaques blanches, il faut vraiment qu'il soit vu dans un centre de référence parce que ça peut être des maladies génétiques qui ressemblent à du vitiligo mais qui ne sont pas du vitiligo. Après, on peut développer du vitiligo très tôt dans la vie.
Pour l'instant, vous avez vu, hein, le ruxolitinib, c'est uniquement à partir de 12 ans. Donc, par contre, on va avoir, et ça va démarrer dans quelques semaines, et ça c'est quand même super intéressant, on va pouvoir proposer le ruxolitinib dès 6 ans dans le cadre d'essais thérapeutiques. Donc il y aura plusieurs centres en France et dans le monde, hein, mais là je vous parle de la France, mais je ne sais pas s'il y en a en Belgique, probablement. Il y aura au moins un centre, je pense. En tout cas, c'est tout à fait possible et on a déjà des données de tolérance dans la dermatite atopique, dans l'eczéma, avec le ruxolitinib. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment, s'il y a un enfant qui a du vitiligo entre 6 et 12 ans, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'il puisse bénéficier du traitement. Au-dessous de 6 ans, ou si la personne ne veut pas ou ne peut pas participer à un essai thérapeutique, eh bien, on a les traitements qu'on connaît depuis de nombreuses années. On a les dermocorticoïdes, on a les imiteurs de la calcineurin, hein, notamment le tacrolimus, mais on peut avoir également le pimecrolimus en dehors de la France. Nous, on n'a pas le pimecrolimus, mais en Belgique, au Luxembourg, on a le pimecrolimus. Et donc ça, on peut tout à fait l'utiliser chez les enfants. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Ce qui pose plus problème, c'est quand on a des vitiligos diffus, où là, pour l'instant, c'est plutôt les traitements par voie générale. Et le seul traitement par voie générale qui est en évaluation, qui est chez les adolescents à partir de 12 ans, c'est l'upadacitinib, mais il y a malheureusement plus de place dans cet essai. Donc il va falloir attendre 2027 pour pouvoir le proposer aux adolescents qui ont un vitiligo diffus. Par rapport à la coordination, ce que vous disiez, en fait, les phases 3 sont généralement faites dans le monde entier. Là, j'ai dit les centres qu'il y avait en France, parce que je ne connais pas tous les centres qu'il y a en Europe, et je suis désolé si vous êtes en Belgique. En général, il y a souvent au moins un centre en Belgique, pas à ma connaissance au Luxembourg. Donc il y a d'autres centres dans le monde. C'est d'ailleurs ce que je disais, c'est-à-dire que les phases 3, il faut surtout qu'il y ait une diversité. Une diversité entre les hommes, les femmes, les différentes origines ethniques, pour que justement le traitement puisse être, pour qu'on puisse dire, il fonctionne à peu près chez tout le monde. Donc oui, on est coordonné. Après, on a certaines études où en fait c'est parce qu'on a des idées, et on a la chance en France d'être plutôt très dynamique avec plusieurs centres, hein, notamment à Créteil, à Bordeaux et à Nice, et en plus on s'entend plutôt bien, donc on arrive à travailler tous ensemble et à faire des essais, et des fois on fait des essais qu'en France, et donc ça c'est un essai, mais généralement plutôt de phase 2, où on se dit on a une hypothèse, on va voir si ça marche bien dans le vitiligo, mais en général les phases 3 c'est sur l'ensemble du monde. Alors les récidives, il y a très peu de choses sur ça. En fait, ce qu'on avait montré il y a plus de 10 ans maintenant, c'est que pour les vitiligo localisés, si on applique 2 fois par semaine du tacrolimus à 0,1%, on diminue le risque d'une fois sur 2 à une fois sur 10. On peut également utiliser, ça a été montré, hein, ça je n'ai pas détaillé, mais que si on continue à utiliser le ruxolitinib, ça maintient l'efficacité. Très honnêtement, moi, ce n'est pas ce que je fais, parce que vu que les personnes, une fois qu'ils ont repimenté complètement, c'est quand même pas un médicament qui est donné. Et donc, je préfère mettre plutôt le tacrolimus 2 fois par semaine en entretien pour éviter les récidives. Ce qui pose souci, c'est quand on a un vitiligo qui est très diffus et qui fluctue. Là, avant, on disait qu'il faut faire des UVB. On pouvait faire éventuellement des UVB 1 fois par semaine en entretien. Malheureusement, nos collègues égyptiens ont montré, là, au dernier congrès mondial du vitiligo, que si on fait des UV 1 fois par semaine, malheureusement, ça ne permet pas de prévenir les récidives. Et donc, je pense que pour les vitiligos très diffus, très actifs, les indications, c'est les traitements par voie générale. Et en tout cas, nous, on a la chance d'avoir des patients qui sont déjà dans ces essais-là. Et il y a vraiment un maintien. Et je pense que c'est vraiment une très, très bonne indication, justement, pour les vitiligo diffus. Merci beaucoup. Il y a plein de questions. Hein. Bonjour, professeur. Bonjour. Je suis atteinte d'un vitiligo segmentaire. Ça fait 47 ans que je l'ai. Je voulais savoir s'il y avait une avancée médicale, parce que je sais que les segmentaires... Alors, c'est une très bonne question. Alors, le premier, c'est que lorsqu'on développe un vitiligo segmentaire, là, il commence à y avoir des données que... Alors, c'est un peu trop tard, on va dire, pour vous, mais d'une façon générale, c'est important de savoir que si on arrive à traiter très rapidement les vitiligos segmentaires, avec un traitement médical, notamment UVB, les mini-pulses de cortisone, éventuellement en plus un traitement topique, on peut avoir de très bons résultats. Cependant, même sur un vitiligo segmentaire ancien, les traitements médicaux sont intéressants à proposer. Mais vu que c'est plus difficile, il faut faire clairement encore plus peut-être le traitement combiné. Et il y a des données avec le tacrolimus ou les dermocorticoïdes associés aux UVB.
Et donc, dans les vitiligo segmentaires, comme dans les autres vitiligo, moi, je fais le maximum, c'est-à-dire que je mets du Vsod, qui est un antioxydant qu'on a montré pour multiplier par 2 l'efficacité, les UV et le traitement topique. Et même si, pour l'instant, on n'a pas encore de données, en tout cas publiées, le ruxolitinib en crème devrait être intéressant dans cette indication aussi. Enfin, ça reste une bonne indication de greffe de suspension épidermique. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et dans le vitiligo segmentaire, ça marche bien mieux que dans le vitiligo classique. Merci beaucoup pour cette question importante. Madame ? Oui, bonjour Bonjour. professeur. J'aimerais savoir si vitiligo c'est héréditaire. Alors, c'est une très bonne question et la réponse est clairement non. Ce n'est pas une maladie héréditaire au sens du terme, comme par exemple l'hémophilie ou le daltonisme, où là, vous pouvez transférer assez facilement. Dans le vitiligo, en fait, ce qu'on transfère, on a un peu plus de risque si dans la famille, il y a d'autres personnes qui sont atteintes. On ne transmet pas la maladie, on transmet un terrain qui prédispose. D'une façon générale, le vitiligo, c'est à peu près entre 0,5 et 2% de la population générale. Lorsqu'on a son papa, sa maman, son frère, son sœur qui a un vitiligo, le risque monte autour de 5 à 8%. Donc, comme j'explique à mes patients, il y a plus de 90% quand même de chances que vos enfants ou frères et sœurs ne développent jamais de vitiligo. Même si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle avec exactement les mêmes gènes, le risque il est seulement de 24%. Donc ça montre que 75% du risque il vient de ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs extérieurs. Une question complémentaire. Ouais. Est-ce que ça peut être dû à un stress? Alors, c'est important, c'est vous posez exactement les questions qu'on a très souvent. En fait, ce n'est pas psychosomatique. Ça, c'est très clair, il faut arrêter de dire ça. Je ne veux plus qu'on dise, quand on a un vitiligo, quand on a une pelade, c'est psychologique, parce que ce n'est pas vrai. Cependant, c'est une vraie maladie auto-immune. Cependant, comme toute maladie auto-immune ou auto-inflammatoire, l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs auxquels on est soumis de notre conception jusqu'à notre mort, peuvent influer, déclencher des poussées ou la maladie. Dedans, vous avez le stress psychologique, oui, vous avez le stress chirurgical, vous avez le stress hormonal, puberté, grossesse, ménopause, et vous avez également le stress infectieux. Certains virus, par exemple la Covid, peut être un facteur déclenchant. Donc oui, le stress peut être un élément déclenchant. Non, et j'allais dire malheureusement, si vous faites une psychothérapie, ça peut vous aider à mieux vivre, mais ça ne va pas vous faire repimenter le vitiligo. Bonjour professeur. Donc moi j'ai eu pendant 10 mois la crème Opzelura sans UV parce que j'ai eu 2 carcinomes, donc pas d'effet. Et là le dermatologue m'a donné d'acrolimus 0,1, seulement il est en rupture de stock. Comment fait-on? Et pour moi, y a-t-il une solution puisque je ne peux pas non plus m'exposer au soleil? Alors, la contre-indication par rapport au carcinome est relative. Tout dépend de l'endroit où vous avez du vitiligo. Et le tacrolimus, en général, après, tout peut se voir chez certaines personnes, mais on a quand même de plus en plus de données montrant que le ruxolitinib, l'Opzelura, marche mieux que le tacrolimus. Je ne connais pas votre cas et je ne peux pas dire en général, mais on va essayer d'éviter de faire des UV sur l'ensemble du corps si vous avez déjà eu des carcinomes. Par contre, si généralement les carcinomes, on les a sur les zones où on a pris beaucoup de soleil, le visage, les mains, etc. Si votre vitiligo, il est, après c'est pas obligé, mais si votre vitiligo, il est par exemple sur le cou, à un endroit ou sur ailleurs, on peut tout à fait faire, comme on disait à madame, une photothérapie localisée, soit avec des lampes à la maison, soit vous pouvez, dans certains centres, il y a des lampes ou laser excimer qui sont encore plus précis et c'est tout à fait possible de combiner. Après, il faut faire le traitement maximum. Encore une fois, pour moi, le traitement maximum, c'est vraiment d'associer la photothérapie, le ruxolitinib et le Vsod. Et vous faites ça pendant 6 mois. Si au bout de 6 mois, bien conduit, il n'y a rien qui se passe en lumière de Wood, là, vous arrêtez. Mais il faut d'abord faire un traitement optimal parce que, encore une fois, en combinant, on a de bien meilleurs résultats. Vous avez vu les données. Et là, c'est juste entre guillemets UVB et ruxolitinib. Pour compléter votre information, si vous permettez, professeur, concernant la rupture de médicaments, en particulier la rupture qu'il peut y avoir sur le tacrosème, qui est le générique. Le principe de base étant le tacrolimus. Sachez que l'Association française du vitiligo intervient directement des laboratoires pour savoir quelles sont les raisons des ruptures et demander à quel moment les ruptures pourront être résolues. Et sachez que nous avons fait plusieurs démarches auprès du laboratoire qui élabore le tacrosème
et nous avons sollicité le laboratoire pour savoir quelles étaient ses capacités de production pour le protopique, et qu'à l'heure actuelle, normalement, le pharmacien doit vous mettre, même si c'est sur votre ordonnance, c'est ce que je viens de voir, le tacrosème, il peut vous proposer le protopique qui, lui, n'est normalement pas en rupture. C'est tout à fait juste, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de refaire une ordonnance, hein. C'est la même molécule, le pharmacien peut passer du tacrosème au protopique, ça c'est le premier point. Et malheureusement, il y a des fois une explication de texte à faire à nos collègues pharmaciens. L'autre point, c'est que pour tous ceux qui ont la chance d'être proches d'autres pays, vous pouvez en chercher dans les autres pays parce qu'il y a moins de ruptures. Mais sinon, vous avez le pimecrolimus qui est disponible partout sauf en France. Ça s'appelle l'Elidel et c'est la même efficacité. Ça va dépendre du centre répartiteur des produits. Certains centres répartiteurs grossistes ont les produits, d'autres pas. Donc n'hésitez pas à changer de pharmacie pour essayer de trouver votre produit. Ça fait faire un peu de marche, éventuellement de kilomètres. Mais c'est comme ça qu'on résout le problème. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone pour demander dans les pharmacies qui sont aux alentours si elles peuvent se produire, parce que votre pharmacien peut directement voir à partir de son système informatique si c'est disponible chez son distributeur ou pas. Bonjour professeur, Bonjour. Merci pour votre travail. Alors c'est une question pour ma fille de 4 ans. Elle a eu à 3 ans, les dermatologues étaient persuadés que c'était un champignon. Et finalement, pendant les vacances en Inde, ça s'est dépigmenté. Et elle est sous protopique. Elle a aussi eu du Vitix, il me semble. Mais je n'ai pas osé donner, j'en ai parlé au médecin traitant. Elle a plutôt conseillé de privilégier une alimentation à base de bêta-carotène, etc. Et ma question, c'est, j'avais un dermatologue qui expliquait que c'était lié à un déséquilibre hormonal, si je comprends bien, et que normalement, vers 10-12 ans, quand elle sera réglée, il y aura une stabilité hormonale qui fait que normalement, elle n'aura pas de repoussée en tout cas. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais bon. J'aimerais vous dire oui, mais même si les hormones sont un stress hormonal, ils peuvent moduler dans un bon sens ou dans le mauvais le vitiligo. On peut pas. L'évolution du vitiligo est totalement imprévisible. Par contre, c'est tout à fait possible de faire le tacrolimus. Chez l'enfant, comme chez l'adulte, c'est du 0,1% dans le vitiligo. C'est 2 fois par jour. Profitez de la saison estivale pour l'exposer au soleil et vous faites le point après l'été. S'il y a une repigmentation qui est en cours, vous continuez le traitement, en sachant que, à la différence du Ruxo, le tacrolimus, quand il n'y a pas les UV, ça marche vraiment pas bien. Et après, il faut pas, si ça n'a pas répondu, vous arrêtez de l'embêter avec ça, vous arrêtez le traitement. Et dès qu'elle aura 6 ans, parce qu'on va bientôt la voir, en tout cas dans le cadre de le ruxolitinib, et je vous dis, derrière, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc, il ne faut pas se désespérer parce qu'elle n'a pas répondu maintenant. Mais par contre, là, c'est la bonne saison. Vous lui mettez le tacro 2 fois par jour, le soleil, encore une fois, pas jusqu'à ce que ça brûle, mais jusqu'à ce que ça soit rose. Et vous réévaluez après l'été. Si elle a plein de petits points en cours, ça veut dire que ça vaut le coup. Et dans ce cas-là, après, vous pouvez continuer. En général, chez les tout petits, pour pas trop les embêter, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop embêtant, ni pour les parents, ni pour les enfants. Avec le tacro, moi je fais juste pendant l'été et je fais une pause pendant l'hiver et on reprend l'été suivant. Mais il faut le faire que si vous avez vu qu'il y a une réponse au traitement. Merci professeur. Une dernière question, parce que nous avons des rendez-vous internationaux aussi, là, avec la Réunion. Bonjour, cher professeur. Bonjour. Est-ce que le nouveau traitement peut induire des problèmes articulaires ? Des problèmes. Alors, le principal effet secondaire du traitement, c'est parfois mais ça, c'est un effet de classe avec tous les JAK, c'est des réactions qu'on appelle acnéiformes. C'est pas vraiment d'acné, parce que d'ailleurs, les ados, ils n'en ont pas eu plus. C'est des sortes de petites folliculites qui sont en général légères et transitoires. Dans les très rares cas, et Dieu sait qu'on en a vu des personnes qui sont traitées, les rares cas où ça devient un peu gênant, on met pendant 1 mois ou 2 les mêmes types d'antibiotiques qu'on met pour l'acné, les doxycycline équivalents, et ça répond très très bien. La principale contre-indication, c'est de ne pas l'appliquer sur une peau qui est infectée. Et notamment, j'explique toujours à mes patients, autour du visage, de ne pas le mettre s'il y a une poussée d'herpès, le temps de la poussée d'herpès, parce que sinon l'herpès, entre guillemets, va se régaler. Mais en dehors de ça, on a vraiment des données montrant que c'est très très bien toléré. Là, je disais, on va attaquer chez les enfants à partir de 6 ans, mais nos collègues américains l'ont dans l'eczéma
déjà à partir de 6 ans. Et dans l'eczéma, en plus, vous savez que vous avez la peau qui est beaucoup plus inflammatoire, qui est altérée, etc. Et la tolérance reste très très bonne. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Les traitements par voie générale un inhibiteur de JAK, là, il faut être un petit peu plus prudent, notamment chez les personnes plus âgées. Il ne faut pas le mettre s'il y a eu un antécédent de cancer ou si on a un risque de phlébite ou de vaisseaux qui se bougent. Donc c'est quand même relativement rare, mais il y a plus bien sûr de contre-indications et de surveillance à faire avec les traitements par voie orale que les traitements en voie locale. En termes de tolérance, là c'est plutôt très très bien. Voilà. Merci beaucoup au professeur. Merci beaucoup, bonne journée, bonne continuation. On peut l'applaudir. Vous avez vraiment la chance ici à l'Association française du vitiligo de pouvoir avoir accès au Top Guys